Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour, merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI. Avec au sommaire de l'émission du jour, retour sur le tirage au sort de la CAN 2015, sur ces groupes qui suscitent évidemment des commentaires et quelques frayeurs pour ceux, notamment, tombés dans les groupes C et D. Et non, il n'y aura pas un seul, mais deux groupes de la mort en Guinée équatoriale et donc du spectacle. Interrogation dans cette émission sur la mauvaise phase, nous semble-t-il, en tout cas, du Burkina Faso, vice-champion d'Afrique. Et puis, découverte de la Guinée équatoriale, de cet inconnu et pourtant équipe haute de la compétition. Le PSG rate la marche, la première bien sûr, et l'opportunité de prendre enfin les rênes de la Ligue 1, au grand bonheur de Marseille et de ses supporters bien sûr. Derrière Saint-Étienne et Rennes qui gagnent et grimpent au classement, mais Lyon n'a pas encore joué, alors patience pour le classement de cette 16e journée, même si une chose est sûre, l'OM est toujours en tête. Didier Drogba alimente sa légende sous le maillot des Blues. L'ancien capitaine des éléphants multiplie les belles prestations, comme hier face à Tottenham. Et le staff de Chelsea a des rêves de futur, de reconversion pour son attaquant qui n'a encore rien d'un pré-retraité. Derrière, Arsenal a gagné, Manchester United, Manchester City et Liverpool aussi. Dans ce studio, nous avons, alors on est quand même rentré se coucher, mais on est de nouveau là, hein, Franck Simon, bonjour, de France Football. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis il y a Hervé Penaud de l'équipe, bonjour Hervé. Bonjour à tout le monde. Vous arrivez de Lille. Eh oui. Vous étiez un peu là, les deux yeux hein, sur chaque écran. J'avais un œil sur un confrère qui retransmettait la cérémonie, et puis vite un papier, et puis après, hop, Lille, Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis dans ce studio aussi, Philippe Zigrave du service des sports, bonjour Philippe. Bonjour. Et Eric Mamrut. Bonjour Eric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Un clin d'œil avant de donner le coup d'envoi de cette émission à Amidou Diako, dit aussi Ousmane, qui a envoyé une très jolie et surtout très touchante carte postale de Dakar. Elle a été postée le 4 novembre dernier et donc elle est bien arrivée malgré une adresse qui a dû poser quelques problèmes au facteur. En tout cas, mille merci à vous Ousmane et à nos auditeurs de Dakar et du Sénégal. Radio Foot, c'est parti. Alors que les préparatifs s'accélèrent autour de la CAN 2015, avec quelques jours de retard, en tout cas sur le calendrier, l'ancien, celui du temps où le Maroc devait accueillir cette compétition, eh bien le tirage au sort a eu lieu hier à Malabo, une cérémonie sobre, efficace, dans le centre de Sipopo. Et évidemment, le hasard a provoqué des surprises, agréables pour les uns, désagréables pour les autres, mais avec une promesse de spectacle en perspective. Car finalement, c'est ce que vous écrivez dans l'équipe. Donc Hervé, on peut voir presque deux sous-groupes. Il y a deux groupes de la mort et deux groupes plus équilibrés. Absolument, c'est l'impression. Enfin, les deux de la mort sont équilibrés d'ailleurs, hein, parce que ça va être difficile d'en sortir. Mais c'est vrai qu'à première vue, évidemment, il y a deux groupes qui semblent des groupes un peu plus faibles, et puis deux groupes où on a le favori, l'Algérie, plus les gros outsiders, hein, comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voire l'Afrique du Sud. Donc c'est vrai que ça paraît complètement disproportionné. Mais attention, n'oublions pas la CAN 2012, Zambie vainqueur, personne ne l'aurait imaginé. N'oublions pas la CAN 2013, qui aurait pu imaginer presque le Burkina Faso en finale. Donc il faut raison garder parfois. Eric, on revoit la composition de ces groupes avec vous. Oui, le groupe A, donc, il sera basé à Bata, et c'est la Guinée équatoriale, bien sûr, qui est tête de série dans ce groupe, le pays organisateur, accompagné du Congo-Brazzaville, qui retrouve la CAN après 15 années d'absence. On a également le Gabon et le Burkina Faso. Ça, c'est un groupe qu'on peut juger équilibré, effectivement, ou un peu moindre, même si, quand même, il est dense. Il est dense et il n'y a pas forcément un favori qui se détache. Peut-être la Guinée équatoriale un petit peu en dessous. En dessous, mais recevant. Alors rappelez-vous la Guinée équatoriale en 2012, hein, sur un premier tour. Voilà, effectivement, sur un premier tour, on ne sait jamais. Personne n'aurait imaginé qu'il pouvait battre le Sénégal à l'époque. Ouais. Le groupe B, donc Zambie, République démocratique du Congo, Cap-Vert et Tunisie. La Zambie n'est plus vraiment ce qu'elle était. La Zambie, non, elle est loin de la forme qu'elle affichait effectivement il y a 2 ans. Mais enfin, ils sont de nouveau présents. Ils sont. Voilà, il faudra quand même compter sur eux. Même si je l'ai dit déjà hier soir et je le répète, je mettrais 2 pièces sur et le Cap-Vert et la RD Congo pour leur jeu, pour la qualité de leurs effectifs et puis la fraîcheur qu'ils apportent au tournoi à une phase finale comme ça. Le groupe C sera basé à Mongomo avec le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Ça, c'est un des groupes très relevés. Et là, bien difficile de dire qui sortira pour aller en quart de finale.
Ah, là, le premier, je crois que c'est même le groupe le plus relevé à mes yeux. Hein. C'est vraiment l'Algérie qui fait figure pour moi de favorite aujourd'hui. Et vous avez les trois autres sont susceptibles de passer parce que les Bafana, faut pas oublier. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en train de relever la tête. Donc, méfions-nous des Bafana. Ouais, puis à côté de ça, vous avez une équipe du Ghana qui vient de recruter un nouveau sélectionneur qui a pas forcément un vécu dans ce type de compétition. On sait que c'est très important. Puis le Ghana a été quand même pour moi une des déceptions des éliminatoires. Hein. Ouais, ça l'est clairement. Vous avez raison. Ça n'a pas été une qualification facile pour les Ils terminent Ghanéens, en tête, mais sans jamais avoir impressionné en vérité. Oui, avant la dernière journée, les 4 équipes du groupe étaient potentiellement qualifiables ou éliminées. Donc voilà. Ils se retrouvent souvent dans les phases finales. Alors c'est vrai qu'ils ne gagnent jamais, faut pas l'oublier. C'est pas une équipe dominante, c'est une équipe dominante du football africain, mais qui ne domine pas le football africain. 4e en 2012 et en 2013. Attention, Sénégal aussi, puis qui s'était planté en Guinée équatoriale il y a 2 ans et qui aura peut-être envie de. Et puis à l'époque, tout le monde les voyait gros comme une maison. Ils ont explosé. Là, on les voit peut-être un peu moins. Moi, j'en fais parmi mes gros outsiders de la compétition. Il y a 2 mondialistes quand même dans ce groupe. Peut-être que l'expérience de ces grandes compétitions pourrait faire la différence. C'est possible, mais là, comme on parlait justement du changement d'entraîneur aussi avec le Ghana, donc on sait pas exactement l'entraîneur comment ça va fonctionner. Qui n'était même pas au tirage au sort hier parce qu'il venait à peine d'arriver au Ghana, hein, donc il y a encore il y a très peu de temps pour se mettre dans ce groupe. Est-ce qu'il va essayer de récupérer tout le monde, y compris les joueurs qui ont été mis de côté? Vous voyez à qui je fais allusion, des joueurs comme Kevin Prince Boateng. Il a dit qu'il allait discuter avec eux, je crois. C'est une bonne chose, effectivement. Il a besoin de toutes les forces possibles. Surtout que Kevin Prince, me semble-t-il, n'a pas fait de Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait Coupe du Monde, mais je suis pas sûr qu'il ait fait de la CAN. Toujours est-il qu'il faut vraiment avoir les meilleurs et dans le cas des Black Stars, il fait partie des meilleurs, quoi. Alors le groupe D qui sera basé à Malabo, groupe 100% francophone, très alléchant, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Mali. Ça donne envie, en tout cas, de voir ces confrontations, et tout peut se passer, on a l'impression, dans ce groupe. Et Cameroun-Côte d'Ivoire, qui étaient ensemble dans les éliminatoires, tout comme Zambie-Cap-Vert dans le groupe B et Burkina Faso-Gabon dans le groupe A, faut le signaler, sont des retrouvailles. Mais c'est vrai que ce groupe, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire, Hervé disait que pour lui, c'était le groupe C était le plus fort, le plus relevé. C'est vrai que le groupe D, quand on voit que Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Guinée, la Guinée qui a énormément de mérite de se retrouver là, et on la salue parce qu'elle a joué quand même ses 3 matchs à domicile à l'extérieur. L'adversité totale pour cette équipe. Voilà, on s'en souvient à Casablanca en raison de l'épidémie d'Ebola. Les matchs avaient été et puis cette mise au banc de certains joueurs, le caractère qu'il a fallu aussi Michel Dussuyer pour mener ces hommes malgré des raisons qui étaient sanitaires et donc qui étaient. Voilà, et je pense que justement ça va donner une espèce de supplément d'âme et de force peut-être à la Guinée, en se disant personne ne nous attendait, même peut-être nous, c'était dans ce groupe très difficile de se qualifier. On est là, on n'a plus rien à perdre et on va jouer complètement libéré dans un groupe où on ne sera pas favori, ça c'est évident. Et puis le Mali qui s'est aussi un petit peu difficilement qualifié. Le Mali, c'est une phase finale, on repart presque à 0 et je pense que il y aura du travail, mais le Mali sera aussi c'est vrai que ça va être très serré. Le problème du Mali, c'est les difficultés qu'ont aujourd'hui les joueurs et avec leur entraîneur, parce que on sait que Kasper Zak est quand même très 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 critiqué et ça c'est un petit problème, c'est-à-dire qu'il arrive en phase finale, mais il a les coups des franches, mais sans avoir le poids auprès, à mon avis, en tout cas du peuple malien. Alors dans le groupe A, certains croient voir 2 favoris, les Panthères du Gabon et le Burkina Faso. C'était ce que reflétait la presse africaine notamment ce matin. Et à Ouagadougou, la presse assurait ce matin qu'ils ne pouvaient rêver mieux, les étalons, et que Paul Put et ses garçons avaient les moyens de franchir le premier tour de cette CAN 2015. En tout cas, c'était selon le journal Aujourd'hui. Alors qu'en pensent les joueurs du Burkina Faso et certains étalons? Nous allons le demander tout de suite à Alain Traoré qui est avec nous et qui patiente au téléphone. Bonjour Alain Traoré. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors vous êtes à Lorient, on vous appelle là-bas, et je voudrais d'abord avoir votre premier commentaire sur ce tirage au sort. Vice-champion d'Afrique, comment sentez-vous le groupe dans lequel vous êtes tombé, le groupe A? Je pense que c'est un très bon groupe vu le groupe C et puis le groupe D, voilà, par rapport aux équipes. Je n'en avais rien des équipes qui sont dans notre groupe, mais voilà, je pense que il y a les moyens de faire quelque chose, mais il faut toujours se méfier du pays organisateur par rapport à l'engouement du peuple, de toute la nation. Donc après, il y a le Gabon qui
qui est une très bonne équipe, qui joue bien au ballon. Avec un Aubameyang en pleine forme, ça peut aller très très vite. Et après, voilà, nous on a nos qualités. On a nos qualités. Et, bon, le Congo, je connais quelques joueurs congolais. C'est que on a eu à jouer contre eux pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On allait gagner ce jeu chez eux. Ils avaient besoin d'un match nul pour se qualifier pour les barrages. Donc voilà, je pense que ça les reste toujours à travers la gorge. Donc on aura des matchs, des revanches en fait. Et oui. Ouais. Alain Traoré, Philippe Zigra fait une première question pour vous. Oui, bonjour Alain. En 2012, vous perdez vos 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale. En 2013, avec quasiment le même groupe et un entraîneur différent, vous êtes finaliste, et on le disait, finaliste surprise. Alors, est-ce que vous allez vous présenter justement avec ce rôle de finaliste de la dernière CAN, parce que la pression, elle existe peut-être un petit peu plus en 2015 qu'en 2013? Oui, bien sûr, il y aura la pression. Cette fois-ci, on ne pourra pas se cacher. Voilà, on va arriver en tant que vice-champion d'Afrique et je pense qu'on a fait une bonne préliminaire pour arriver à la phase finale. Mais maintenant, je pense qu'on a les moyens de confirmer, mais il faut arriver le jour J près. Faut pas arriver avec des blessés ou des joueurs qui vont manquer à la compétition. Alors, nous, on n'a pas forcément 50 ou 60 joueurs confirmés. On en a 20 ou 25. Il faut arriver avec 23 prêts et puis essayer d'aller au combat comme en 2013. Éric Mamrut. Oui, bonjour Alain. Justement, à propos de l'équipe et des joueurs, est-ce que la formation a le même niveau qu'il y a 2 ans? Puisqu'on pense, par exemple, à 2 de ces maîtres à jouer. Vous, Alain Traoré, qui, avait des difficultés à Lorient, vous ne jouez plus beaucoup. Et Jonathan Pitroipa, qui, lui, est en difficulté à Rennes et, du coup, est parti à Abu Dhabi. Est-ce que, du coup, ça ne s'en ressent pas au niveau des étalons? Je pense que, pour ma part, j'étais blessé. Je reviens de ma blessure. J'ai repris les entraînements, ça fait 2 semaines. Donc, je pense que je vais arriver en Coupe d'Afrique prêt. Ayant pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Donc, je pense que pour moi, ça va être un avantage de faire une bonne préparation et puis essayer de faire une très bonne Coupe d'Afrique. Et par la suite revenir dans mon club et essayer d'enchaîner. Et pour Jonathan, c'était un peu plus compliqué. Il revenait de la Coupe d'Afrique, il était meilleur joueur d'Afrique. Il revient, ça se passe pas très bien avec son coach. Ça n'enlève rien de ses qualités personnelles. Voilà, il est maintenant à Abu Dhabi dans un bon club. On a vu que pendant les éliminatoires, il a fini meilleur buteur de la compétition avec 6 buts. Donc ça veut dire il bosse bien là-bas. Et je pense que nous, on est toujours sur la même lancée que 2012. En 2012, on avait fait des bons matchs, mais on perdait. Et en 2013, on a essayé de dresser la barre. Et en 2015, on va essayer de faire la même chose. Franck Simon. Oui, bonjour Sibiri Alain. Mais je voulais savoir, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, qu'est-ce qui a changé dans votre dans le statut de ces étalons depuis la victoire de 2013 en Afrique du Sud? Comment vous êtes désormais considérés tous, et notamment quand vous jouez les éliminatoires Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique? En quoi ça a pu apporter de crédit, de changement de statut? En fait, pour nous, honnêtement dit, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, on est plus considérés comme des bons footballeurs. Et avant notre parcours en 2013, on était quasiment pas reconnus. On était des joueurs de ballon, quoi. Voilà. Et puis c'est tout. Mais maintenant, il y avait l'histoire aussi du Burkina, le fait qu'on est allé en demi-finale de la Coupe d'Afrique en 98 qui était organisée chez nous. Et après ça, il n'y a plus rien. Et il y a notre génération qui est arrivée. Déjà, on a participé aux phases finales de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, de moins de 20 ans.
et on arrive avec la même génération en Coupe d'Afrique senior. Donc c'est une continuité, mais je pense que c'est ça qui fait notre force. On se connaît tous, on est à peu près du même génération, donc voilà, c'est plus facile pour nous de jouer et puis de faire des performances tous ensemble. Alain Traoré, une dernière question, ça sera celle d'Hervé Penaud, notre confrère de l'équipe. Bonjour Alain. Je voulais savoir, vu les événements qui se sont passés au pays, est-ce que vous sentez une pression supplémentaire pour avoir un résultat durant cette Coupe d'Afrique? Est-ce qu'on attend beaucoup de vous? Non, je pense que la situation elle est purement et simplement politique. Nous, on est des footballeurs. Je pense que voilà, on aimerait bien par le foot faire revenir le calme au pays. Et ça passe par les victoires, mais bon, on va pas se mettre la pression parce que là c'est vraiment quelque chose qui est politique et qui ne dépend pas de nous. Nous, c'est surtout sur le terrain de se concentrer et puis essayer de faire le mieux possible. Et le mieux possible, c'est déjà de sortir en poule et puis prendre maintenant match par match et puis on verra ce que ça va donner. Il faut juste dire une chose, je voulais dire quand même que les Burkinabés à la dernière CAN étaient l'équipe la plus adorable qui soit, d'une gentillesse, aussi bien les joueurs que l'encadrement, vraiment c'était à noter quand même. C'est vrai. Et non, c'est pas une question, c'est juste une observation pour Alain Traoré. Merci, c'est gentil. Ah mais c'est vrai. Une observation simplement, pas une question. Il faut, Alain, que la cuisse tienne cette fois-ci. Oui, la cuisse, je pense que j'ai réglé mes soucis musculaires. Cette fois-ci, j'avais un problème à la cheville. Avant le début du championnat, je me suis fait une grosse entorse à la cheville. Et à chaque fois que je revenais à l'entraînement, ça tenait pas sur le synthétique. Et là, maintenant, je pense que j'ai trouvé la solution. J'ai repris les entraînements. Ça se passe très, très bien. J'ai fait un match déjà avec la réserve. Donc, j'attends d'être prêt physiquement pour intégrer le groupe professionnel. Merci beaucoup Alain Traoré d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir donné votre opinion donc sur ce groupe A et j'espère qu'on se verra à Bata puisque RFI suivra évidemment cette CAN pour Radio Foot International et pour évidemment l'antenne et le service des sports. À très bientôt, merci. Merci, avec plaisir, merci. Merci et à bientôt donc. Les Panthères, les étalons, c'est vraiment les favoris selon vous de ce groupe, Hervé? Les Panthères, pour moi, représentent un peu les étalons d'il y a 2 ans. Parce que c'est une équipe, j'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose avec cette équipe. Alors vous avez les Gabonais, hein, ouais. Parce que vous avez Aubameyang, c'est vrai, qui est très, très haut niveau. Ils ont trouvé une charnière qui fonctionne bien, hein, le jeune joueur de Caen. Plus Ekwele Manga qui est en Angleterre aujourd'hui. Il y a quelques joueurs au milieu, là les Poco, les joueurs de Madinda, et puis des joueurs qui ont quand même du potentiel. Et il se passe quelque chose. Ils ont quand même créé un championnat professionnel. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont fait revenir des anciens pros dans le staff. Quelqu'un comme Cousin est là. Et moi je me dis que le Gabon, ça peut être une belle surprise de cette CAN. Ils ont fini premier du groupe devant le Burkina Faso. Absolument. Sans Aubameyang sur les 2 derniers matchs. Ouais, avec le fameux protégé de Nabil Djelit, Malik Evouna, dont il nous parle quasiment à toutes les émissions, et qui effectivement devrait être l'un des joueurs à suivre, le joueur de Sfax. Il y a un très beau potentiel, je corrobore, effectivement, vous avez raison. Et qui grandit aussi grâce à Aubameyang, parce que ce qui est fort chez Aubameyang aujourd'hui, c'est qu'il a eu l'humilité d'être, on le connaît, hein, c'est un personnage qui est à la fois très simple et qui tire une équipe vers le haut. Alors qu'à une époque, quand il y avait Cousin, c'était plus difficile de prendre les rênes de cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est lui et il l'assume très bien, je trouve. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve et juste après la pause, on s'arrêtera un instant sur cette équipe un peu mystérieuse de la Guinée équatoriale. On s'arrêtera aussi sur le PSG qui décidément ne veut pas monter sur la première marche de la Ligue 1. Et puis on ira en Angleterre pour s'émerveiller tous du travail de Didier Drogba avec les Blues de Chelsea. À tout de suite. La marche du monde. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International sur RFI, retour sur cette CAN 2015, sur les tirages au sort, sur les groupes, avec Franck Simon, avec Hervé Penaud, Philippe Zigraf et Eric Mamrut. Alors, ce groupe A, nous avons beaucoup parlé du Burkina Faso grâce à Alain Traoré. Nous allons maintenant nous intéresser quand même à la Guinée équatoriale. C'est inconnu un peu de la phase finale, puisqu'elle avait été exclue des éliminatoires pendant les préliminaires, rappelons-le, pour tricherie. C'était à cause de la nationalité d'un de ses joueurs qui n'était pas encore établi dans les normes imposées par la CAF et la FIFA. Alors le pays, on le sait, est un peu passé maître dans l'art de naturaliser des joueurs pour former une équipe nationale. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors pour l'instant, qui est le Nzalang? Il est entraîné par un Espagnol, Adomi Goicoechea, et hier soir, au micro de Christophe Jousset, notre envoyé spécial à Malabo, il a un peu passé en revue les adversaires de ce groupe A, de son point de vue donc. Toutes les équipes sont compliquées, difficiles, à commencer par le Congo, Brazzaville, une équipe qui avait l'Afrique du Sud dans son groupe en éliminatoire et qui joue avec beaucoup de joueurs locaux très bons et un entraîneur français, Claude Leroy, qui connaît la compétition. Ensuite, le Gabon, c'est un peu une surprise, même s'ils ont de grands joueurs qui ont l'habitude de jouer en Europe. Le Burkina Faso aussi a de bons joueurs. À partir de maintenant, on va commencer à regarder des vidéos, à étudier les matchs et à analyser tous les joueurs de toutes les équipes. C'est très important. Ce sont les meilleurs joueurs d'Afrique et du monde qui sont ici pour cette compétition. Si, Seigneur Andoni Goicoechea. Alors, ils étaient quart de finalistes en 2012, cette équipe de Guinée équatoriale. Le seront-ils encore cette fois, Hervé Penaud? Moi, j'attends de voir déjà votre boule de cristal. Oui, j'attends de voir l'équipe qui va être alignée surtout, parce que je sais pas exactement. Alors, si on reste logiquement sur la même structure d'équipe, on sait jamais. Si on regarde les joueurs alignés lors des derniers matchs éliminatoires, le fameux match contre la Mauritanie, là après il y a eu la suspension. Il y a 10 rescapés en fait seulement par rapport à au Nzalang de 2012 qui avait brillé sur son sol. Alors je peux vous donner la composition des nationalités puisque c'est ça qui est drôle, oui. C'est d'origine, une nationalité d'origine, puisque en fait Franck, le système en Guinée équatoriale, c'est que ils sortent la valise de billets. Et ils achètent des joueurs. Quoi. Ça c'est une des parties du système. Il y a aussi le fait qu'ils ont fait venir des joueurs pour leur championnat semi-pro, des joueurs d'Afrique de l'Ouest, notamment, et puis qu'eux sont arrivés depuis suffisamment longtemps pour pouvoir. Cameroun et Afrique de l'Ouest. Et ceux-là ont pu être qualifiés parce qu'ils vivaient sur place depuis pas mal d'années. En revanche, il y a le cas, et vous allez l'évoquer, je pense, de tous les joueurs colombiens. Ils sont très nombreux en fait. Ils étaient 4 là dans les 20 alignés face à la Mauritanie. C'est pas rien. 4 Colombiens. 4 Colombiens perdus en Guinée équatoriale, c'est pas un hasard, je pense. 7 Espagnols, un Brésilien, il y a 2 Ivoiriens, 2 Camerounais et 3 Équato-Guinéens. Ouais, il y a eu aussi des Brésiliens. Oui. Il y a eu un gardien à l'époque qui était brésilien, Danilo. Souvenez-vous, Hervé. Vous avez eu Narcisse Ekanga, camerounais, qui avait été naturalisé pour la Coupe d'Afrique des Nations, justement co-organisée avec le Gabon. C'était il y a 2 ans. Et les exemples sont foisons. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient fait avant la dernière CAN, ils étaient au départ 25 ou 30, je sais plus exactement. Et certains n'ont pas passé le cut. Notamment, j'avais eu un Camerounais qui m'avait dit, lui, il n'est pas réussi, il a été dans les 23, 24. Il y avait un Malien au Red Star, en national. Absolument. J'avais essayé justement, je suis allé le voir. Après un match de national, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de parler? Et en fait, le club avait tout fait pour m'empêcher de lui parler. J'avais pas pu avoir accès à ce joueur à l'époque. En France, on vous interdit de parler avec un Guinéen équatorien parce que ça lui avait permis de partir en vérité. Ça a été la même chose, on le rappelle, avec l'équipe féminine, puisque la Guinée équatoriale a gagné 2 CAN qu'elle avait organisées, dont l'avant-dernière, et elle a naturalisé à tour de bras des Nigérianes, pas des Sud-Américaines, des Nigérianes, des Burkinabés, des Ivoiriennes. Puis bon, il y a un autre problème, le problème des filles qui n'étaient peut-être pas des joueuses, mais des joueurs. Il y a eu des réclamations, ça a été étouffé, on n'en a jamais plus entendu parler. Donc il y a toute une histoire autour de ces sélections nationales, puisqu'on parle d'une Nzalang, donc de l'équipe A masculine qui va jouer la CAN, mais également de toutes les autres sélections nationales équato-guinéennes depuis quelques années. Franck, cette frénésie de convertir les gens, de les nationaliser, c'est aussi à cause il manque pas de footballeurs, ils ont un petit championnat à eux aussi, mais c'est quoi? C'est de tout de suite être au top parce qu'il faut participer à une compétition de haut niveau sur son territoire? Ils essayent d'être le plus
d'être le plus performant possible, d'être compétitif le moment venu. Et dans ces cas-là, on tend l'oreille, on consulte des entraîneurs qu'on a connus, etc. Notamment des entraîneurs français qui sont passés là-bas. Certains étaient vraiment de passage, d'autres ont travaillé. Henri donc, Michel. il y a eu Henri, mais il y en a eu d'autres qui ont donné quelques noms, quoi, qui ont donné quelques orientations. Et puis c'est une tendance qui commence à remonter maintenant, en fait. Hein, ça fait plus de 15 ans. Ce qui était choquant, et moi, je l'ai écrit dans France Football au mois de février. Hein, ce qui m'avait particulièrement énervé, c'est qu'en fait n'importe qui, en consultant les noms de ces joueurs qui ont été naturalisés et dont on a changé le nom, pour les rendre effectivement équato-guinéens, il suffisait de taper le nom du joueur et de vous apercevoir dans la presse colombienne en particulier qu'il y avait des interviews de ces garçons qui disaient voilà, je suis content, je vais représenter le Nzalang de Guinée équatoriale, je suis jamais allé là-bas, j'ai pas de grands-parents équato-guinéens et je vais toucher tant, je vais toucher quelques milliers de dollars pour représenter. Alors c'est ça qui est choquant parce que à côté de ça, vous avez tout un tas de garçons qui sont des binationaux puisque la Guinée équatoriale, espagnol, équato-guinéen, il y a 500 000 habitants, mais qui peuvent jouer, dont les parents sont l'un l'espagnol et l'autre équato-guinéen, qui sont dans la péninsule ibérique. Il y a plein de jeunes joueurs qui pourraient représenter cette équipe. Un potentiel. Il y a un potentiel et qui sont barrés par des joueurs qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça crée quelques tensions. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'équipes africaines où ça se passe. Hein. Faut pas non plus. C'est l'excès inverse, c'est l'excès total. Mais sinon, vous avez eu le Togo à un moment qui cherchait les Brésiliens. On sait qu'il y a des Béninois qui sont un peu de partout, des Béninois, Nigérians, vous voulez dire. Plus des Nigérians, des Togolais stars qui sont peut-être pas nécessairement du Togo. Rappelez-vous aussi les Gabonais. Le Gabon avait été suspendu pour l'affaire Moussono avec un Camerounais. Donc si vous voulez, c'est différent parce que là on parle de la porosité des frontières. Mais là on se retrouve avec des gens venant de Colombie. Là ça devient puis ils le disent dans la presse de leur pays d'origine. Mais il n'y a pas de réglementation. Enfin, il y a une réglementation et légal tout ça. Ça l'est à partir du moment où ils ont les papiers en règle. Alors il y a un certain nombre d'années certainement pour avoir la nationalité avant d'être dans une équipe nationale et puis ne pas avoir appartenu à une autre équipe. C'est pour ça d'ailleurs que certaines équipes ont été disqualifiées. Alors rappelez-vous des fameuses éliminatoires Coupe du Monde. Il y a dû y avoir 7 matchs qui ont été modifiés. On en avait parlé, juste une précision, en 2012, comme dans beaucoup de la majorité des pays, lorsque vous devenez équato-guinéen, vous devez attendre, je crois que c'était 2 ans. Mais si il y a une dérogation, le gouvernement, l'État équato-guinéen peut vous donner la nationalité rapidement. Et bien c'est ce qu'ils font avec les footballeurs. Ça peut durer 1 mois, ça prend 1 mois, alors que normalement ça doit prendre 2 ans. Mais par dérogation, vous pouvez devenir très vite. Franck Simon, si vous voulez devenir équato-guinéen et travailler à France Football, vous devenez équato-guinéen si l'État vous décide de vous le donner, ce passeport, dans le mois qui suit. Vous devriez aller créer une filiale là-bas. Vous croyez? Pour le football, c'est pareil. Mais prenez Blaise Matuidi, par exemple, qui aurait pu jouer pour l'Angola. Oui. En 2010, il est venu en Angola, et puis tout avait été fait, on lui a déplié le tapis rouge, et puis bon, il y a eu quelques hésitations à un moment. Lui dit que finalement non, c'était bon pour voir, pour se renseigner, mais à une époque où il était pas en équipe de France, ça aurait pu être une opportunité, d'autant plus que l'Angola comptait construire une équipe autour de lui, et évidemment, Hervé, c'est pas choquant, non, parce que lui, il avait des vraies attaches. Ouais. Et bien voilà pour ce tirage au sort de la CAN 2015. Alors évidemment, le coup d'envoi aura lieu dans 44 jours et donc nous aurons l'occasion d'y revenir souvent. Oui, Franck. On va peut-être dire un petit mot de nos entraîneurs africains. Ils sont peu nombreux. Philippe. Il y en a 3. Je vous en prie, allez-y. On en parlait tout à l'heure. On a Honor Janza avec la Zambie. On a Florent Ibenge avec la RDC. Oui. Et Ephraim Sheiks Machaba avec l'Afrique du Sud. Et je crois que ce sera pour ces trois hommes leur première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, et c'est la première fois dans l'histoire de la CAN qu'il y aura si peu en phase finale, aussi peu d'entraîneurs africains. Il y aura 6 Français, un Allemand, un Israélien, 2 Portugais, 2 Belges, un Espagnol. Voilà. 5 Français et demi, on va dire. Parce qu'il est aussi polonais. Oui, mais il a double nationalité. Il s'appelait Henrik et il s'appelle Henrik depuis qu'il a le passeport français. Il est franco-polonais. Avec un accent, effectivement. Il y a des plombiers polonais à l'époque, maintenant il y a des entraîneurs polonais. On passe justement, transition à la Ligue 1. Avec ce Paris Saint-Germain qui trébuche et qui rate la première marche hier soir. Les Parisiens étaient à Lille avec vous, Hervé, oui. Donc sous vos yeux, dans le froid du stade Pierre-Mauroy. Et ils avaient l'opportunité de s'installer en tête de la Ligue 1, mais on dirait que cette place, finalement, ils la dédaignent encore un petit peu. Ils l'ont jamais prise depuis le début du championnat. Et on en est quand même à la 16e journée. Les Dogs ont vendu cher leur peau et leurs points. Résultat, ils avaient un super Vincent Ignama en plus sur le terrain. De quoi frustrer donc les Parisiens après ce match nul 1-1. Frustrer leur entraîneur aussi, Laurent Blanc.
On ne vous cache pas qu'on était venu ici pour essayer de prendre 3 points et en même temps prendre la tête de la Ligue 1. On n'y est pas arrivé. Je pense qu'on a assisté à un bon match de la part des deux équipes. Le score aurait pu être un petit peu plus ample. On était venu ici à Lille, on savait que ça allait être un match difficile parce que Lille, on connaît un petit peu la période délicate qu'ils sont en train de traverser. On était sûr que cette équipe serait motivée pour battre le Paris Saint-Germain et elle nous l'a prouvé ce soir. Donc en quelque part, oui, on est un petit peu déçus de ne pas avoir récupéré cette première place. Mais en même temps, si tu analyses bien le match, il y a des éléments satisfaisants et encourageants pour la suite. Alors, organisé pour la suite, éléments satisfaisants, on a plutôt eu l'impression de voir des éléments qui étaient décourageants hier, non? Non, moi j'ai pas trouvé justement. Et je suis assez d'accord, par exemple, je suis assez d'accord moi avec l'analyse. Ah oui, c'est Sirigu qui a relancé Lille. Mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Laurent Blanc. Après une première mi-temps un peu trop facile à la parisienne en ce moment, c'est-à-dire vous marquez un but, vous êtes tranquille, parce que vous êtes jamais en difficulté. Finalement, qui a mis en difficulté le PSG, c'est Sirigu, hein, en prenant ce but. Et après début de deuxième mi-temps, les 5 premières minutes un peu difficiles sur l'entame. Et après j'ai trouvé un PSG intéressant, techniquement, même physiquement, faisant des différences sur des bons mouvements. Et puis là, vous avez dans les buts de Vincent Enyama qui vous fait 2-3 arrêts de très haut niveau, alors que contre un autre adversaire, un autre gardien de but, je pense que le Paris Saint-Germain s'en serait sorti. Donc non, moi j'ai trouvé un Paris Saint-Germain au contraire qui peut capitaliser sur ce genre de rencontre, car Lille mérite plus que sa place actuelle au Oui, ils sont 15e du classement, avec 3 points d'avance seulement sur les relégables. Oui, justement, il y a un peu le feu à Lille et on imaginait qu'ils auraient une motivation assez grande hier soir pour ne pas couler encore plus, Franck. Mais ils ont mis fin effectivement à cette série, cette terrible série. Déjà, ils marquaient plus depuis tellement longtemps. Ils prenaient des valises de buts alors qu'ils ont probablement l'un des tout meilleurs gardiens et de Ligue 1 et d'Europe. Et il a confirmé son statut, voilà, de très très grand joueur hier soir. C'est un peu malheureux je suis un peu malheureux pour Sirigu parce qu'il en fait pas tant que ça des erreurs. Et il me semble même qu'il a sorti 1 ou 2 ballons très importants, très chauds en tout début de rencontre pour le PSG. Voilà, mais c'est bon, c'est bien pour Lille. J'irai les voir au Stade de France dans quelques jours contre Lens pour ce derby du Nord et qui aura lieu au Stade de France effectivement à Paris. On peut très bien imaginer effectivement qu'ils continuent. Ils se sont relancés face au PSG et puis face à Lens qui a aussi besoin de points. Ça peut être un match très très intéressant. Parce que le problème de Lille, en fait, le problème de cette équipe de Lille, c'est que c'est une équipe qui manque d'attaquants. Depuis que Salomon Kalou est parti, ça marque pas, hein. Et donc vous pouvez pas gagner des matchs. En revanche, ils sont capables à l'impact, à l'intensité de mettre, voilà, ils ont toujours ça, ils ont ces vertus là. Et là, il faut être quand même assez fort pour pouvoir les contrer sur ce plan de jeu-là. Et de ce côté, le PSG, grâce à sa qualité technique, a pu faire des différences et les prendre à revers. En tout cas, le Paris Saint-Germain, on critique beaucoup justement leurs prestations parce qu'elles sont quand même assez inégales, non? C'est-à-dire qu'hier, il le dit très bien, Laurent Blanc, on venait pour prendre la tête. Et finalement ils la prennent pas. C'est un ressort plutôt psychologique, Hervé? Non, mais ça, vous savez, c'est le football. Hein. Vous pouvez pas gagner tous vos matchs. Faut partir de. Non, c'est vrai. Ils avaient une série de 9 victoires. Là, ils étaient sur une série de 9 victoires consécutives. Ils sont invaincus depuis le début du championnat. Il y a peu d'équipes en Europe, ce qui prouve que c'est compliqué. Même dans d'autres championnats, il y a Chelsea. Donc vous vous retrouvez déjà à réussir ça, un peu comme Marseille la veille, parce que Marseille, de la même manière, bon, certains les avaient critiqués après leur nul à Lorient. Quand vous êtes Marseille, vous êtes pas assuré de gagner partout. C'est-à-dire par moment. Pour être champion, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut gagner chez soi, être capable de prendre un point à l'extérieur. Là, c'est une équipe qui ne le réussit pas forcément. Plus, hein. C'est une depuis équipe des années. Ouais, il y a des difficultés à chaque fois contre le LOSC. Et puis bon, voilà, vous tombez vous tombez pas. Vous savez que vous allez jouer contre l'un des meilleurs gardiens d'Europe, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc forcément, il a été à la hauteur. Même si je pense que sa sortie est pas terrible. C'est vrai. Contre Cavani, c'est un gardien qui vous le dit. Hein. Je pense que sa sortie. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, elle est pas terrible. Après, il multiplie les parades, il est extrêmement impressionnant, il a la baraka aussi un peu, mais il la crée finalement, il la suscite. Et voilà, il fallait ce petit supplément, ils l'ont peut-être pas mis ce petit supplément. Parfois ils font preuve un peu d'arrogance, parfois ils gèrent comme Hervé le disait, c'est-à-dire voilà, ils jouent petit bras comme on dit. Hein, ils ont le match en main et puis ils se font reprendre. Et ils ont essayé, on peut pas leur reprocher hier. Deuxième mi-temps, c'est là où j'ai trouvé ça intéressant pour le PSG. Je pense qu'ils peuvent capitaliser ce que je disais tout à l'heure sur ce match-là avec le retour d'Ibra. Verratti, j'ai trouvé très intéressant son entrée. Et Lucas, c'était dans le papier de ce matin, vous avez fait, c'était Lucas, je pense encore un grand Lucas. C'est un de ceux qui a probablement le plus progressé ces derniers mois. Il se ménage un petit peu en vue de rendez-vous face au Barça?
Ibrahimovic. La semaine prochaine, non, l'équipe. Sur la dernière demi-heure, ils sont pas ménagés en tout cas. Vous croyez franchement mais là ils sont pas en train de penser déjà au Barça. Peut-être samedi en fin de match, effectivement, là vous êtes un peu dans la gestion des corps hein, et puis des esprits. Mais non, là ils étaient pas du tout là-dedans, je pense pas. Alors messieurs, juste une petite question pour refermer le sujet Ligue 1. Hervé, est-ce que Marseille hier, on a cru donc ils allaient perdre la tête du championnat qu'ils ont depuis la 6e journée. On en est à la 16e. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la 19e? Est-ce que vous les voyez champions d'automne? Alors, je l'ai dit souvent. Il y a un point de différence entre les deux. Je l'ai souvent dit ici, quand on me disait non, de toute façon Paris va à un moment prendra largement la tête. Vous savez, on ne sait jamais parce que ce Marseille-là, c'est un Marseille qui ne lâche rien, de la même manière que Lille, mais en plus avec des qualités supplémentaires, qualités devant, offensives. Donc vous pouvez gagner des matchs. Après, ça va pas se jouer nécessairement entre Paris et Marseille dans les confrontations directes. Ça peut se jouer contre les petites équipes. Et pour l'instant, Marseille est toujours là. La preuve. Donc, moi, je suis très d'accord avec Hervé. On peut très bien imaginer que l'OM soit champion d'automne. Parce que c'est une occasion, c'est une vraie occasion là, perdue. Là, c'en était, effectivement. Voilà, c'est un joker de gâché par le Paris Saint-Germain. Franchement, si hier soir ils étaient pas énervés, il y a de quoi s'interroger, quoi, parce qu'ils avaient largement les moyens de gagner. Encore une fois, voilà, ils sont tombés sur une équipe qui est très accrocheuse, qui a joué sur ses qualités, sur ses vertus défensives aussi. Et puis c'est vrai que ça a donné, ne l'oublions pas, on va pas bouder notre plaisir. Pour une fois, le LOSC n'a pas, a fait une belle prestation aussi. Donc voilà, ça a donné aussi une très belle rencontre. Mais Gignac marque moins qu'avant, donc il a une petite baisse de régime. Oui, mais il pouvait peut-être pas continuer sur son rythme éternellement, parce qu'un attaquant de pointe, surtout de son calibre, alors je parle pas de Messi, Ronaldo, si on estime qu'ils sont pas des attaquants de pointe, mais enfin des joueurs qui marquent des buts, ils en marquent tout le temps. Mais voilà, des extraterrestres. Mais en général, un joueur normalement constitué, il a toujours un petit peu des moins bien. Et il se crée encore pas mal d'occasions. Enfin, je veux dire, il est toujours devant. Il cadre toujours. Après, il aimait pas, effectivement, il en met sans doute moins que toutes les saisons. Mais j'ai une grande confiance, moi, en Michy Batshuayi. Parce que chaque fois que je le vois, je trouve qu'il a quasiment tout, ce joueur. En tout cas, la journée n'est pas finie. Ce soir, il y a Lyon qui joue encore. Lyon qui se retrouvera face à Reims, qui reçoit Reims à Gerland. Mais au classement, du coup, c'est intéressant, Eric, pour une chose, c'est que Lyon, pour l'instant, évidemment, n'est que 6e parce qu'on a 2 autres équipes qui sont replacées là. Effectivement, on a Saint-Étienne et Rennes là qui font parler d'eux. Saint-Étienne, après avoir brillamment remporté le derby face à Lyon 3-0 dimanche, a enchaîné en allant s'imposer à Montpellier 2-0, du coup, les Verts sont sur le podium avec 29 points, à 6 longueurs de l'Olympique de Marseille, et Rennes est juste derrière, à une longueur de Saint-Étienne, 2 équipes qui sont invaincues depuis un petit moment, Rennes depuis 9 matchs, toutes compétitions confondues, et Saint-Étienne depuis 10 matchs, donc de bons outsiders là derrière. Eh bien, on parlait d'attaquants, on va encore parler d'un autre attaquant qui brille, lui, de l'autre côté et de la Manche. Avec Chelsea comme le PSG, seule équipe européenne, on le disait, invaincue en ce moment. La comparaison quand même s'arrête là parce que le spectacle offert par les Blues dans tous les matchs est si agréable que même José Mourinho, des fois un peu grognon, et bien là il s'avoue parfois baba face à son équipe. Il parle d'équipe au jeu presque parfait et son ami, le joueur Didier Drogba, n'a jamais lui été aussi essentiel à l'équipe. Hier soir, une passe décisive pour Eden Hazard et même un très joli but. Hazard, Oscar, through it goes for Drogba! The mistake by Lloris, the finish by the Chelsea legend Didier Drogba, and it's 2-0. Victoire 3-0 avec un 3e but marqué par Loïc Rémy. Didier Drogba, évidemment, content, the legend de Stamford Bridge. Ils ont quand même dominé l'entame de match. Et je pense qu'on a fait preuve d'efficacité, contrairement au précédent match à Sunderland où on a peiné un peu au niveau de la finition. Donc voilà, c'est un derby. L'important c'est de le gagner. Dès que j'ai l'occasion de jouer, je me rends disponible pour le coach et puis j'essaie d'apporter à l'équipe ce qu'il faut pour emporter les matchs. Il essaye d'apporter ce qu'il faut, Eric, et plus que ça même. Oui, parce qu'il est pas toujours titulaire, même très rarement, 5 fois seulement cette saison. 14 apparitions au total sous le maillot des Blues, et il a quand même marqué 5 buts. Donc Papy, Drogba, deux en première ligue, parce que là c'est un total, je crois, toute compétition confondue. Ouais. Bruno Constant, vous êtes à Londres et en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, Bruno, Didier Drogba épate toujours et fait la une de la presse londonienne aujourd'hui, la presse sportive.
Il squatte clairement toutes les unes sportives de la presse anglaise. Il n'y en a pas une qui manque. C'est vraiment la star Didier Drogba de retour sous ses meilleurs jours. C'est assez remarquable ce qu'il réalise. Il y a un titre qui résume assez bien, c'est celui du Daily Mail, Life in the Old Dog. C'est une expression anglaise, Life in the Old Dog, qui veut dire tant qu'il y a de la vie, forcément il y a de l'espoir. Et le Drogba, à 36 ans, il fait quelque chose d'assez incroyable en Angleterre. Alors on est habitué en Angleterre à voir des anciens continuer à briller. On pense à Ryan Giggs, on pense aussi à Frank Lampard qui fait maintenant les beaux jours de Manchester City et qu'on regrette un petit peu du côté de Chelsea. Mais ce que réalise Drogba pour un attaquant, un avant-centre, c'est incroyable. Je regardais, il a quand même 7 mois d'écart seulement. Il est 7 mois plus jeune que Thierry Henry qui s'apprête à raccrocher après 4 ans en MLS. Didier Drogba, il est en première ligue, il est avant-centre de l'équipe leader qui caracole en tête du championnat d'Angleterre. C'est incroyable. Il a profité hier de la suspension de Diego Costa pour débuter cette rencontre. Et il faut savoir que dans la hiérarchie des attaquants des Blues, il est deuxième derrière Diego Costa et devant Loïc Rémy, international français. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'il réalise. Et puis Mourinho a souligné hier son caractère, son implication dans le groupe. C'est quelqu'un qui est humble, qui travaille pour l'équipe, qui est toujours content d'aider son équipe. Il est sur le banc, il rentre quelques minutes, il fait du bien à l'équipe, il défend. C'est vraiment incroyable ce qui se passe autour de Didier Drogba. Un joueur exemplaire, donc. Hervé Penaud, vous avez un peu une explication, je me souviens, vous nous l'avez déjà donné d'ailleurs ici, sur la longévité et le dynamisme, finalement, la force physique qu'a encore Didier Drogba. Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui a connu le très haut niveau très tard. On parlait de Thierry Henry, lui en 98, la Coupe du Monde, il la regarde avec ses potes de Levallois en se disant « Oh là, regarde, c'est super, quelle équipe de France !» Il n'imagine même pas un instant à ce moment-là se retrouver à ce niveau-là. Donc lui, son vrai départ, imaginez qu'il a quand même, il est arrivé en Ligue 1, il avait 24 ans, quasiment 24 ans, hein, janvier, c'est 24 ans, il est né en mars. Et là, autre chose, c'est que c'est un gros, énorme travailleur. Il a toujours quelqu'un avec lui qui s'occupe de lui, il a toujours beaucoup bossé, il prend son métier très à cœur et il a un ego, une volonté de réussir immense. Donc quand il est revenu à Chelsea par exemple, la presse anglaise l'avait un peu détruite après son premier match qui devait être contre Schalke si je ne m'abuse et tout le monde avait dit non, il est revenu, c'est un retour tardif, etc. Ce qui était une erreur majeure parce qu'il n'avait pas joué quasiment depuis 6 mois. En Coupe du Monde il était remplaçant, il a fait un match titulaire, mais il avait pratiquement pas joué. Mais moi j'étais persuadé, en plus je l'avais trouvé plutôt intéressant sur ce match-là et un peu meilleur en plus en deuxième mi-temps quand il commence à retrouver un peu le rythme. Si vous le laissez jouer, vous allez retrouver un joueur encore hors norme parce que c'est quelqu'un, on a l'impression que les années n'ont pas de prise sur lui. Franck? Ouais, c'est exactement ça. C'est l'impression qui se dégage de ce personnage que j'ai connu juste après le Levallois, quand il était 15e ou 16e homme au Mans en D2 française, avant que ça devienne la Ligue 2. Didier Drogba, voilà, c'est un très très grand bosseur et c'est ce qui l'a accompagné tout au long de cette carrière jusqu'à Chelsea. Je pense que ça l'a pas quitté quand il était en Chine, en Turquie, vous êtes allé le voir. C'est incroyable parce qu'on a pu penser qu'il s'était perdu, mais c'est de même Seydou Keita. Hein, voilà, ce sont des travailleurs acharnés. Ils ont des lignes. Ouais, voilà, devant le but. C'est vrai que 5 buts. Peut-être Bruno pourra nous en parler, mais j'avais noté justement, il avait une semaine extraordinaire. Il marque contre le Maribor Branik. 3-4 jours après, il marque contre Manu, un super but. Et puis après, le match de la victoire en coupe je crois que c'est le but de la victoire contre Shrewsbury en coupe de la Ligue. Et voilà. De toute façon, le talent, il est là. C'est un grand bosseur. Ça ne se perd pas. À 50 balais, il marquera toujours des buts. Non, mais c'est une évidence. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il est très frais mentalement. C'est-à-dire que vous savez, au bout d'un moment, il y a l'usure du temps, l'usure du haut niveau, et ce qui est très logique. Mais lui, il est encore heureux d'être là. Il revient à Chelsea, il se dit quoi? Allez, vous me dites qu'il y a Diego Costa, Loïc Rémy, qui est arrivé juste après lui, pas de souci, mais vous allez voir. Et lui, dans son esprit, à la rigueur, il se dit, Diego Costa, je vais pas le rattraper. Et sa passe décisive est très intéressante avec Eden Hazard. Bruno, justement, finalement, ce diamant cette légende qui était partie et qui est revenu un peu au bercail, Chelsea aimerait bien le garder, même peut-être jusqu'à 50 ans pour marquer des buts, mais pour faire autre chose aussi. Oui, José Mourinho hier a dit clairement qu'il était ouvert à prolonger l'aventure de Drogba d'une année supplémentaire.
Il a dit par contre, c'est pas ma décision, ça sera sa décision à lui, savoir s'il se sent de jouer encore une saison. Et puis moi, je voulais rappeler quand même une petite anecdote, ce que disait effectivement Hervé. Il avait joué 3 bouts de match en début de saison au mois d'août. Il s'était ensuite blessé à la cheville, une entorse à la cheville, une grosse entorse à la cheville. Il était revenu un petit peu plus tôt que prévu face à Schalke en Ligue des Champions. Et il avait rendu service en étant titulaire. Il avait débuté cette rencontre parce qu'il manquait les 2 autres attaquants. Et effectivement, il avait été très critiqué. Et tout le monde avait dit, bon, c'est bien, il est revenu, il va aider les jeunes dans le vestiaire, ça va être le grand frère. Et je me souviens d'avoir discuté avec lui après le match. Il m'a dit, non, moi je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour être dans le vestiaire. Je suis là pour être compétitif, pour marquer des buts, pour gagner des trophées. Et il disait, vous allez voir dans quelques semaines quand je serai revenu physiquement. Et là, on est en train de voir. Et effectivement, il a eu une semaine fin octobre, il marque 3 buts en 3 matchs, et notamment ce but à Old Trafford. Il est quasiment au même niveau qu'il est parti en 2012. Oui, Franck. Ouais, non, ce que je voulais compléter, ce que j'avais commencé tout à l'heure et je vous ai interrompu, pardon, c'est le fait qu'il est là pour poser des problèmes dans la hiérarchie des attaquants à son entraîneur. Effectivement, il est pas là pour c'est pas le gars qui vient garnir le banc, c'est quelqu'un qui est un grand compétiteur qui aime marquer des buts. Ça doit sans doute pas l'amuser de se retrouver comme ça complément d'effectif. Quand il peut le faire, il le fait, il peut être passeur. On sait très bien que c'est un joueur qui peut être passeur, même si c'est quand même un finisseur dans l'âme, je veux dire. Mais voilà, Drogba, de toute façon, continuera de marquer. Je suis persuadé qu'il peut finir la saison avec une petite douzaine de buts, toutes compétitions confondues. Ah oui, moi je pense qu'il va finir avec plus de 10 buts, ouais. Et mais c'est un phénomène. Hein. Et puis surtout, c'est qu'on le connaît, c'est que parce qu'il a un côté comme ça, on se dit bah tiens, il est revenu là, mais ça va être un peu la fin de carrière. Mais lui, il était venu, mais depuis toujours. Moi, je l'ai toujours entendu me dire, mais il y a 10 ans, de toute façon, il me parlait déjà de la Coupe du Monde au Brésil. Je lui dis mais t'auras 36 ans. Mais alors, j'y serai. Est-ce qu'il sera à la CAN? Ça, ouais. Point d'interrogation. Mystère et boule de gomme. Bon, c'est pas vous qui aurez la réponse, Bruno, mais on essaiera de vous la donner un jour. Merci beaucoup, Bruno Constant, d'avoir été en ligne avec nous de Londres. Et merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci aussi à Abdel Marzouk qui était à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Café des Sports. Il sera présenté par Hugo Moissonnier. L'atelier des médias.